8 398 milliards de francs CFA, c'est le montant total du budget prévisionnel de la Côte d'Ivoire pour l'année 2021, un budget qui devrait contribuer à relancer les activités économiques profondément impactées par les effets de la crise sanitaire liée au Covid-19 et à poursuivre les objectifs de développement du gouvernement orientés vers l'amélioration des conditions de vie des populations, selon le gouvernement ivoirien. Notre invité est celui qui est en charge de l'élaboration et la gestion de ce budget, en plus de celui du portefeuille de l'État, les principales dispositions de l'annexe fiscale 2021, le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire, le budget programme, les marchés publics. Tous ces sujets sont évoqués sans réserve ce soir sur NCI par Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, monsieur. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos internautes et téléspectateurs de suivre votre portrait. D'accord. Le plateau de Sans réserve de ce jour reçoit le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Après un baccalauréat série C au lycée moderne de San Pedro, ville portuaire dans le sud-ouest ivoirien, Moussa Sanogo fait les classes préparatoires aux grandes écoles, mathématiques supérieures, mathématiques spéciales, à l'Institut national polytechnique INPHB de Yamoussoukro, la capitale politique. Il intègre par la suite l'École nationale de statistique et d'économie appliquée ENCA d'Abidjan, où il en ressort avec un diplôme d'ingénieur statisticien économiste. Moussa Sanogo intègre le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, où il occupera différentes fonctions, entre autres adjoint directeur des statistiques avec rang de directeur, adjoint directeur de la stabilité financière, chef du service de réglementation des établissements de crédit, représentant auprès des institutions européennes de coopération à Paris, chef de section analyse macroéconomique et programmation monétaire. Après ce parcours au sein de la Banque ouest-africaine, il revient au pays où il est nommé conseiller du Premier ministre en charge des questions macroéconomiques le 2 mai 2017, jusqu'à sa nomination le 19 juillet 2017 en tant que secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État. Il a été confirmé comme ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État le 4 septembre 2019, puis comme ministre du budget et du portefeuille de l'État le 3 août 2020. Le budget programme de l'année 2021, qui s'établit à 8 621,1 milliards de francs CFA, l'annexe fiscale, objet de polémique dans certains milieux, autant de sujets d'intérêt commun qui seront abordés par le ministre Moussa Sanogo sans réserve. Monsieur le ministre, vous êtes un ancien de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO. La banque ne vous manque pas un peu? Oui, je dois avouer que c'est une maison austère, mais qui vous apprend beaucoup de choses, qui vous apprend à bien travailler, la rigueur du travail. J'avoue qu'avec mes anciens collègues, quand je les aide de temps en temps, ça me manque un peu. Absolument. Alors, les Ivoiriens se disent 8 300 et quelques milliards de francs CFA pour le budget de l'État de Côte d'Ivoire. Ça fait beaucoup d'argent. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça fait effectivement beaucoup d'argent, mais parce que nous embrassons beaucoup de choses également. La Côte d'Ivoire a quand même beaucoup d'ambition. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que c'est le témoignage de la qualité de notre politique économique. Nous sommes passés, on va dire, d'un peu plus de 3 000 milliards de francs CFA en 2012. Aujourd'hui, nous avons on va dire autour de 8 400 milliards de francs CFA. Et d'ici à dans 2 ans, on escompte être à 9 100 milliards de francs CFA. Donc c'est une politique qui a une certaine rigueur, une certaine qualité, et ça dénote de l'ambition que nous avons pour les Ivoiriens. Alors, dernièrement, il y a une question qui a fait réagir beaucoup d'Ivoiriens, dans le secteur privé notamment. C'est l'annexe fiscale 2021 qui vise principalement, selon vos dires, à optimiser les recettes budgétaires nécessaires pour le financement des ambitieux programmes du gouvernement. Quelles sont les grandes dispositions, les grands changements dans cette annexe fiscale 2021 ? Alors, je voudrais peut-être prendre quelques minutes pour expliquer un peu ce que c'est que l'annexe fiscale. Allez-y. Lorsque vous élaborez une loi de finances, vous allez dire, la loi de finances, on va dire de façon simple, c'est le budget. Vous allez dire un peu quelles sont les ressources qui vont permettre de financer ce budget. Et il y a une fraction de ces ressources-là qui provient de la fiscalité. Alors, dans l'annexe fiscale, vous allez mettre les mesures additionnelles qui vont être prises au cours de l'année pour compléter le corpus fiscal déjà existant. En plus de cela, en cours d'année, parce que l'Assemblée nationale habilite le président de la République à prendre certaines mesures liées à son programme économique,
le président peut encore prendre des ordonnances liées à des questions fiscales. Alors, donc, c'est ainsi que nous avons défini cette année fiscale pour l'année 2021 qui crée certaines taxes nouvelles dans certains domaines particuliers, mais également aussi qui offre des avantages dans d'autres. On n'en parle pas souvent, mais sur la question des produits pharmaceutiques, sur la question des assurances, ce sont des domaines dans lesquels nous avons fait plutôt de bonnes propositions. Alors, quelle est la vision qui a présidé à l'élaboration du budget de l'année 2021, les 8300 milliards? C'est toujours dans ce contexte lié à la crise sanitaire, notamment. C'est toujours un équilibre très difficile, vous savez. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la Covid, les ressources de l'État, on va dire les recettes, pardon, ont baissé de l'ordre de 500 milliards, vous voyez, par rapport à l'année d'avant. Et ces dépenses nouvelles liées à la Covid, la prise en charge donc, des difficultés de diverses entreprises, mais aussi des questions de sécurité et d'élection, c'est près de 1000 milliards de dépenses supplémentaires qui se sont exprimées. Il faut donc trouver un savant équilibre pour permettre à l'État de continuer d'exécuter ses missions régaliennes sans être trop oppressant pour les entreprises. Et donc c'est à partir de cela qu'on a trouvé un peu un équilibre qui nous permet de continuer à assurer la prise en charge des missions régaliennes de l'État pour le bien-être d'ailleurs des entreprises. Parce qu'un État qui n'est plus capable d'assurer la sécurité, qui n'est plus capable de fournir des infrastructures nouvelles, de fournir de l'énergie bon marché, ça va forcément affecter le niveau de rentabilité des entreprises. Donc voilà un peu le savant équilibre qu'on essaie de trouver quand on élabore le budget de l'État. Alors comment on mobilise ces 8300 milliards? Alors vous avez plusieurs sources. Vous avez d'abord les questions des recettes intérieures qui vont être mobilisées par la Direction générale des impôts, à travers notamment l'impôt sur le bénéfice ou encore la TVA. Vous avez les recettes de porte qui vont être, elles, mobilisées par la douane, quand vous allez payer les droits de douane pour toutes les marchandises qui vont franchir la frontière. Vous avez les dons que nous pouvons recevoir donc, de différents partenaires. Et vous avez donc les financements que l'État peut lever sur les différents marchés. Et ça peut être des marchés domestiques comme des marchés internationaux. Donc voilà les principales sources de financement du budget de l'État. Pour certains observateurs, Monsieur le ministre, la capacité actuelle de mobilisation des ressources fiscales et douanières semble faire ressortir un niveau en deçà duquel le pays devrait pouvoir prétendre au regard de ses potentialités. En témoigne notamment le taux de pression fiscale qui demeure au niveau des 16% contre une norme communautaire de 20% au niveau de l'UEMOA. Qu'est-ce qui explique cette relative faiblesse de la pression fiscale? Alors, la pression fiscale, et là, permettez-moi de prendre quelques minutes, on va rapporter, c'est un ratio, on va rapporter le volume des recettes fiscales que vous collectez à votre produit intérieur brut, donc le volume de la richesse créée dans le pays. Donc ça permet un peu d'apprécier un peu la performance en matière fiscale. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer dans, on va dire, vos performances en la matière. Le degré d'informalité de votre économie. Vous voyez, si vous avez beaucoup d'activités informelles, il y a beaucoup de monde dans certains secteurs, certes, mais qui ont des revenus qui sont relativement bas. Ce n'est pas toujours aisé de pouvoir aller collecter de la ressource là-dessus. Vous avez aussi, par exemple, la taille de votre secteur primaire. Vous allez pouvoir avoir une poussière d'individus qui évoluent dans ce secteur-là, qui peut produire de façon relativement importante, mais où à des niveaux individuels, des petits producteurs n'ont pas forcément des sommes relativement importantes. Donc vous devez travailler à faire en sorte que vous élargissiez suffisamment votre base, de sorte que vous avez un niveau de contributeurs qui soit plus important pour améliorer votre taux de pression fiscale. Donc s'il y a une faiblesse du taux de pression fiscale en Côte d'Ivoire par rapport à la norme, la norme communautaire, ça s'explique un peu par ce que je viens de vous expliquer. Et nous travaillons donc à corriger cela. Très bien. Monsieur le ministre, parlons un peu du budget de souveraineté. Oui. Voilà une question, voilà un sujet qui enflamme en général les débats, notamment sur les réseaux sociaux. Oui. On entend dire qu'il y a un budget de souveraineté à hauteur de plus de 300 milliards de francs CFA. C'est de l'argent qui est à la disposition comme ça, notamment de l'exécutif, du chef de l'État. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce budget de souveraineté? Alors, nous avons été très surpris de voir dans une certaine presse un jour un article indiquant que
le chef de l'État aurait un budget de souveraineté de 342 milliards de francs CFA. C'est pas vrai? À la vérité, il n'en est rien du tout. Alors, vous savez, vous avez la nomenclature budgétaire qui est la même pour tous les pays de l'UEMOA. Et cette nomenclature définit une ligne qu'elle appelle souveraineté. Dans cette ligne souveraineté, vous avez le budget de la présidence de la République et de tous les services rattachés à la présidence, le budget de l'Assemblée nationale, le budget du Sénat, le budget de l'ensemble des institutions et organes de souveraineté. Et c'est tout ça qui fait 342 milliards de francs CFA, enfin, il y a 2 ans, et donc qui a été récupéré qui a été repris dans cette presse-là pour indiquer qu'il y avait un budget de souveraineté de 342 milliards. Il n'en est absolument rien du tout. Alors, tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait de l'année fiscale 2021. Il y a aussi une question il me souvient qu'il y a une question qui avait soulevé quelques débats, c'est la question de l'IMF, l'impôt minimum forfaitaire. Oui. Explication? Alors, c'est une question très technique. L'impôt minimum forfaitaire, si vous voulez, c'est un mécanisme de contrôle. C'est un impôt qui dit que si vous êtes déficitaire ou quand vous avez un niveau de résultat très bas, vous payez quand même un impôt au forfait, un impôt forfaitaire. Donc, ça crée une incitation à ne pas faire des déclarations qui ne seraient pas vraies, à se déclarer donc de façon incorrecte, déficitaire, et donc, à partir de là, de devoir payer ou de ne rien payer du tout. Alors, c'est un mécanisme de contrôle, et nous-mêmes avions échangé avec le secteur privé, avons souhaité évoluer là-dessus. Alors, quand on a eu des discussions avec nos différents partenaires, vous savez, on met en place un programme économique et financier qui est soutenu par des partenaires au développement. Et là-dessus, il avait été quand même évoqué que ça pourrait être prématuré à ce stade-là, compte tenu du fait que tous les mécanismes de contrôle ne sont pas encore suffisamment bien en place, de faire l'économie de ce mécanisme de contrôle additionnel. Nous travaillons notamment à travers toutes les activités de digitalisation, à travers l'utilisation de l'analyse de risque, à renforcer nos mécanismes de contrôle qui pourront donc nous mettre à l'aise demain pour évoluer sur cet impôt-là. Depuis le mois de mars 2020, la crise liée au coronavirus a frappé durement l'ensemble de la région, précisément la Côte d'Ivoire, avec des incidences, notamment sur le taux de croissance, initialement projeté à 7,2. Qui sera ramené dans une perspective optimiste à 3,6, si on s'en tient aux projections faites par vous-même et d'autres membres du gouvernement. Dans ces conditions, Monsieur le ministre, quels seraient les effets sur le budget 2021 qui connaît une mutation, enfin, qui pourrait connaître une mutation en profondeur? Oui, à la vérité, pour l'année 2020, le taux de croissance est même ressorti encore plus bas que ça, c'est à 1,8. Mais ceci dit, nous faisons partie quand même des rares pays au monde qui ne sont pas en récession en 2020 du fait de la Covid, qui sont donc des rares pays qui affichent une croissance encore positive. Alors, pour l'année 2021, le pari, c'est que, comme je disais chez certains de vos collègues, l'outil de production de la Côte d'Ivoire n'a pas été particulièrement détruit. Donc, les capacités à répartir sont là. La demande continuera d'être stimulée. L'État continue de maintenir un certain niveau d'investissement important. Et c'est ça qui va justifier qu'on ait un taux de croissance qui soit plus important que ce qu'on a enregistré en 2020. Actuellement, les Ivoiriens ont les yeux rivés vers les législatives 2021. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça va nous coûter? Alors, je pense que les chiffres exacts, vous les aurez certainement après les législatives. Mais sinon, au budget, il était prévu autour de 13 milliards de francs CFA pour financer les législatives. Je crois qu'ils ont déjà quelques contraintes pour lesquelles nous allons très certainement apporter une rallonge. Et c'est à la suite de tout ça qu'on saura exactement les ressources qui ont été injectées pour ces élections-là. Monsieur le ministre, comment se fait le choix d'un secteur ou d'un produit pour subir une imposition fiscale ou une extension de taxation? Vous vous levez un matin, vous vous dites, bon, ce produit doit subir une nouvelle norme ou comment ça se fait? Il y a une démarche scientifique derrière? Oui, bien sûr. Alors, permettez-moi de revenir un peu sur l'importance un peu de l'impôt. Ça sert à quoi? Il y a une dimension financière. Il faut pouvoir renforcer les ressources de l'État, assurer le paiement des fonctionnaires, assurer le service de la dette.
assurer la sécurité des Ivoiriens. Je l'ai dit tantôt dans un autre cadre. Nous avons aujourd'hui des troupes qui sont déployées aux frontières, la mobilité, leur équipement, ça demande des ressources. Donc pour pouvoir circuler en paix dans les rues d'Abidjan, il faut bien que la sécurité au niveau national soit assurée, ou même que certaines de nos troupes soient obligées, que certaines de nos troupes aillent à l'étranger pour faire en sorte que les menaces qui pèsent sur notre pays puissent être contenues dans ces zones-là. Je pense notamment au contingent ivoirien au Mali notamment. Tout à fait. Et ça demande la ressource. Et c'est pour cela que l'État, ce n'est pas l'État en tant que tel qui crée la richesse, l'État accompagne la création des richesses. Et le secteur privé qui va créer la richesse, l'État va venir en collecter une fraction pour financer des biens collectifs, dont la sécurité, dont les routes, dont l'école, dont la santé. Vous avez ensuite une autre dimension qui est économique. C'est-à-dire, si nous souhaiterons encourager telle activité ou décourager telle autre, on va peut-être créer davantage d'impôts dans tel secteur ou en créer moins. Et il y a enfin une dimension sociale qui est la question de la redistribution. Que nos compatriotes qui ont des revenus un peu plus élevés puissent contribuer davantage pour aider à prendre en charge les difficultés de nos compatriotes les plus fragiles. Vous voyez par exemple la couverture médicale universelle, des choses comme ça, on a besoin des ressources. Alors voilà un peu à quoi ça va servir. Maintenant, comment est-ce qu'on va déterminer là où il faut prélever un peu moins ou un peu plus? On va prendre l'argent là où la richesse se crée davantage. Et là où cette richesse-là se crée moins, on en prendra un peu moins. Et où encore, suivant les différents critères que j'ai indiqués tantôt, de politique économique, on va, et peut-être, si on veut décourager la consommation de tel ou tel bien, on pourra peut-être augmenter les impôts là. Et puis vous avez enfin le fait que nous sommes dans une union économique. Ça veut dire donc que nous avons décidé d'harmoniser notre fiscalité pour, in fine, unifier notre espace économique. Et c'est ça qui donne de la force à notre monnaie commune. Donc on a une monnaie commune, on a des économies qui se ressemblent et ça permet de mettre en œuvre des politiques efficaces. Monsieur le ministre, entre autres observateurs, certains d'entre les opposants ivoiriens et beaucoup d'autres observateurs qui s'y connaissent peut-être un peu en économie évoquent beaucoup la question du taux d'endettement de la Côte d'Ivoire. Quels sont, dites-nous aujourd'hui sans réserve, quels sont les chiffres réels? Sur quel délai peut-on arriver à rembourser? Est-ce d'ailleurs possible pour un pays comme la Côte d'Ivoire de rembourser l'intégralité de sa dette? Quelle en serait la faisabilité? Est-ce que cela aurait comme impact sur le pays? Alors, le taux d'endettement, d'abord, en termes de définition, on va rapporter l'encours de la dette d'un pays à son niveau de richesse. Pour un individu, ça va être, par exemple, la dette que vous avez auprès de votre banque rapportée à votre niveau de salaire. Si vous êtes un salarié ou même si vous avez d'autres types de revenus, tout ça, ça va être calculé pour apprécier la chose. Alors, en soi, le taux d'endettement, le chiffre lui-même, ça ne veut pas dire grand-chose. Je veux dire en termes de jugement à tirer. Un pays peut avoir un taux d'endettement beaucoup plus important. Par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est un taux d'endettement qui se situe autour de 40%. Mais les grands pays ont des taux d'endettement qui excèdent 100%. Le Japon a un taux d'endettement qui est entre 240 et 250% du PIB. Donc un pays peut avoir un taux d'endettement élevé, mais là où il doit rassurer, c'est sa capacité à assurer le remboursement de cette dette. Et ça va être apprécié à travers un exercice qu'on appelle l'analyse de la viabilité de la dette. Est-ce que sa dette est viable? Et donc, on va faire différents calculs, au moins on se projette sur au moins sur 20 ans, sur des prévisions de ressources qu'il pourra générer, sur des prévisions de dépenses, pour faire en sorte que, pour s'assurer que son niveau d'évolution, le niveau d'évolution de sa croissance, de son économie est en ligne avec son niveau d'endettement. Pour un individu, ça veut dire quoi? De façon précise. Comme ça permet à tout le monde de bien saisir la chose. Alors, moi, en tant que membre du gouvernement, j'ai peut-être des revenus un peu plus importants que quelqu'un qui gagne beaucoup moins. Je peux avoir donc, je peux prendre un crédit à la banque de, 20 millions, et ça ne
causera pas de problème particulier me concernant, compte tenu de mes revenus, par rapport à quelqu'un qui va prendre un crédit à 2 millions à la banque, mais qui a des revenus beaucoup plus bas que les miens. Et lui, forcément, il a une situation un peu difficile. Absolument. Voilà. Mais il y a même mieux. Les conditions dans lesquelles vous vous endettez jouent également. Ça veut dire quoi? Que vous et moi, Ali Diarra-Souba et moi, Moussa Sanogo, on peut prendre le même niveau de crédit dans une banque, à 5 millions de francs CFA. Mais moi, j'ai un crédit que je dois rembourser sur, je ne sais pas moi, 7 ans, à un taux d'intérêt de 4%. La charge de cette dette-là va être beaucoup plus faible que vous, qui avez le même niveau de dette à 5 millions, mais à 7% mais ou 9%. que vous remboursez à 10% sur 2 ans. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on est obligé de comparer pour dire, ah, pour un tel, sa dette est viable ou elle ne l'est pas. Et pour la Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, on a un risque d'endettement qui est modéré. Donc, dire comme ça que vous avez un taux d'endettement de temps et en tirer des conclusions... Il n'y a pas de péril dans la demeure. On est très loin, en tout cas des pays de développement comparables. Dans la sous-région, on 20 points de plus. Est-ce que les gens ont raison de dire quand même que le stock de la dette a explosé ces 10 dernières années? Le stock de la dette n'a pas explosé. Il s'est accru, mais il s'est accru dans des proportions qui sont en ligne avec la croissance de notre PIB. C'est-à-dire que, si je reviens à l'exemple que j'ai donné, quand j'ai commencé ma carrière, peut-être que j'étais payé à 300 000 francs CFA. Aujourd'hui, je suis directeur, j'ai un salaire de 800 000, de 1 million de francs CFA. Alors, ça veut dire que le DG qui a ce salaire-là, qui a pris un crédit de 50 millions à la banque pour acheter une maison, vous dites qu'il est proche de la banqueroute, alors que le jeune cadre qui a 150 000, 200 000 francs, qui n'a même pas encore quelquefois la capacité de prendre une dette à la banque, vous avez dit que celui-là, il a une situation florissante parce qu'il n'a pas de crédit à la banque. Voilà un peu de comparaisons qu'on ne doit pas faire. Il faut regarder l'analyse de la viabilité de la dette, et ça se fait sur 20 ans, même plus. Et à partir de là, on tire des conclusions sur la capacité d'un pays à soutenir sa dette ou pas. Et pour la Côte d'Ivoire, ce risque, il est modéré. Monsieur le ministre, de plus en plus, les politiques, notamment le chef de l'État lui-même, parlent de créer des champions nationaux pour faire référence à ces hommes d'affaires qui créent la richesse, notamment. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, vous qui avez la gestion notamment des marchés publics? Est-ce qu'il y a une part qui est réservée aux PME ivoiriennes? Oui, alors, il y avait proportion. Il y avait déjà une part qui était de 20% pour les PME minimum. Et avec le nouveau code des marchés publics, on est passé à 30%. Et dans les faits, aujourd'hui, les PME excèdent cela. En valeur, c'est autour de 40%, la valeur de l'ensemble des marchés publics, mais en nombre, c'est entre 60 et 65% des marchés qui sont affectés ou sont gagnés par les PME. Alors, avec vous, on a entendu parler de plusieurs nouvelles notions, notamment le budget programme, le budget citoyen. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Alors, pourquoi il était nécessaire de passer un budget programme? Oui, alors c'était déjà quelque chose qui avait été arrêté au niveau communautaire, mais l'idée, c'est que ça permet d'améliorer l'efficacité de la dépense. Vous savez, quand on est un pays qui demeure en voie de développement, la portée de 1 franc injecté doit être beaucoup plus importante que de ce qui se fait dans un pays riche. Donc si l'État décide de dépenser 100 000 francs, il faut que ça lui rapporte beaucoup plus que ce qui s'est fait en France, et ainsi de suite. Alors, nous avions par le passé ce qu'on appelle un budget des moyens. Alors, le budget des moyens, un service va dire, écoutez, j'ai besoin de 100 millions pour pouvoir fonctionner au cours de l'année. Donc, on va regarder ce qu'on peut lui donner et on va lui accorder ces 100 millions-là. Avec le budget de programme, le même service va dorénavant dire, écoutez, je dois atteindre tel objectif. Je dois réaliser, je ne sais pas moi, un taux de scolarisation de ceci, un taux d'adduction d'eau potable de cela. Et donc, pour réaliser cela, j'ai besoin de tel niveau de ressources. Et ensemble, on va regarder pour voir le niveau de ressources qu'il faut lui affecter. Et en fin de période, ce service-là va faire le bilan. Vous aviez dit que vous vouliez 100 millions pour construire 100 puits, construire 10 hôpitaux. Qu'est-ce qu'il en a été? Est-ce que vous avez effectivement réalisé? Alors, si ce n'est pas le cas, on en tire les conséquences et vous venez vous expliquer là-dessus.
Donc c'est un budget qui est davantage axé sur les résultats. C'est ça le budget programme. Maintenant, le budget citoyen, alors il était important pour nous que le citoyen, pour qui le budget est voté, qu'il sache exactement de quoi il s'agit. Parce que c'est une matière qui est assez technique, avec beaucoup de chiffres. Donc, ce n'est pas toujours, permettez-moi l'expression, très sexy. Et donc, le budget citoyen, c'est de dire dans un langage simple, accessible à chacun, ce que c'est que le budget, ce qui est fait en son nom et en quoi comment est-ce que l'État compte s'y prendre pour atteindre ses objectifs. Monsieur le ministre, dans le secteur du cacao, aujourd'hui, il y a pas mal de problèmes. Oui. Que pourrait ou entend faire l'État pour faire face à la mévente du cacao, pour redonner le sourire aux producteurs notamment? Ça, je pense que le ministère de l'Agriculture ou le Conseil café cacao en parlera certainement mieux que moi. Alors, des méventes, bien souvent, vous avez deux grands facteurs qui vont jouer. D'abord, la demande. La demande, évidemment, aujourd'hui, la planète elle-même subit les effets de la Covid. Et donc, quand c'est comme ça, les consommateurs réduisent un peu leurs dépenses. Et donc, ils sont obligés de se concentrer davantage sur les biens qu'ils considèrent comme essentiels. Et ceux qui ne sont pas, donc forcément, ils le demandent moins. Donc, la demande étant moins forte, nous ayant produit ce que nous avons produit, forcément, on a un peu de mal au niveau de l'écoulement. Ensuite, vous avez aussi des stratégies, mais ça sont des stratégies commerciales qui peuvent jouer pour faire en sorte que, on va privilégier telle ou telle production de cacao. Le Conseil de café cacao est en train d'y travailler pour essayer de normaliser la situation. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons quand même des tendances plutôt positives, mais ce qui importe pour le gouvernement, c'est comment on fait pour que les producteurs, in fine, puissent avoir des ressources minimales pour avoir quand même des conditions de vie satisfaisantes. Monsieur le ministre, dernière question. Vous êtes originaire d'une région du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, le Bafing. Oui. Comment se porte cette région aujourd'hui? Oui, elle se porte plutôt bien. Je pense comme l'ensemble des régions de la Côte d'Ivoire, avec le programme économique mis en place par le président de la République. Vous êtes candidat aux législatives? Oui, je suis candidat aux législatives. C'est cela. Alors, à présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. D'accord. Ce sera juste après ceci. D'accord. La question des internautes. La toute première question nous vient de Pablo Moses, je pense que je lis bien. Pourquoi les avancements indiciaires des enseignants ne sont-ils pas encore payés? C'est une problématique que je découvre un peu. C'est cela. Les avancements indiciaires, alors, vous savez, je pense qu'on aurait peut-être besoin d'avoir davantage de précisions aussi ce qu'il indique. Parce que les avancements sont automatiquement mis en place. La difficulté qu'on peut rencontrer, c'est que le budget soit exécutoire. Mais encore que, quand il s'agit de traitement, on le fait de façon automatique pour que les différents travailleurs puissent avoir leurs ressources. Mais je pense que s'il y a des éléments un peu plus précis sur la problématique de ces avancements-là, écoutez, nous sommes prêts à y répondre. Alors, chers internautes, vous pourrez nous saisir avec beaucoup plus de détails et le ministre trouvera le moyen de donner des éléments de réponse. La prochaine question nous vient de Pierre Adou qui nous dit pourquoi c'est seulement la CGCI qui perçoit la TSE alors qu'il existe plusieurs autres fêtières de PME-PMI. Alors ça, c'est une question très technique. Alors, elle est assez spécifique. La TSE, qu'est-ce que c'est? C'est la taxe spéciale d'équipement, qui est donc prélevée et qui sert un peu à équiper tant l'administration avec l'administration fiscale, mais aussi, il y a une fraction qui est réversée au secteur privé pour, on va dire, se développer, développer un peu les différentes activités. Alors, dans la représentation du secteur privé, c'est la CGSI qui a été désignée à cet effet. Qui est l'interlocuteur de l'État. Voilà, tout à fait. Alors, nous, je pense que s'il y a des difficultés, il appartient au secteur privé lui-même de faire en sorte qu'il puisse en discuter pour faire en sorte qu'il y ait un interlocuteur qu'ils estiment être représentatif de chacun d'entre eux. Sinon, ce n'est pas le gouvernement qui choisit, mais c'est suivant les tests qui avaient été élaborés, la structure qui avait été désignée pour représenter le secteur privé. Très bien. La prochaine question de
Michael Kwasi nous dit à quand le paiement de nouveaux fonctionnaires, notamment la promotion de 2019 ou 2020. Beaucoup de questions qui concernent les fonctionnaires notamment. D'accord. Alors, la question des paiements des fonctionnaires obéit à un processus. Je pense que, à la vérité, le ministère du Budget est totalement en bout de chaîne. C'est cela. Le ministère du Budget, à travers la direction de la solde, ne paye que la liste des personnes qui lui ont reversées par le ministère de l'Éducation. D'abord le ministère technique, dont relève le fonctionnaire concerné. C'est cela. Ensuite, le ministère de la fonction publique. Et enfin, le ministère du Budget à travers la direction de la solde. Il y a un ensemble de procédures quant à on va dire, la prise des services, des procédures administratives qui ont été parfois un peu longues dans certains secteurs spécifiques. Et des groupes de travail ont été mis en place pour faire en sorte que ce délai se réduise significativement et nous mettre à l'aise, nous, pour pouvoir payer dans les plus brefs délais. Très bien. Prochaine question. Pourquoi, encore une question qui concerne les fonctionnaires, Monsieur le ministre, pourquoi les fonctionnaires ne bénéficient-ils pas de gratification au mois de décembre? Question de Jean-François. Alors, la gratification qui peut exister, en tout cas au niveau de certaines entités du secteur privé, bien souvent, elle est liée à la bonne santé financière de l'entreprise concernée, donc qui lui permet donc de verser ces éléments de salaire-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, l'accroissement de votre rémunération va avec moins de sécurité de l'emploi. Il faut savoir que quand on est peut-être mieux payé dans certaines entités privées, avec quelques facilités, on a quand même moins de sécurité que peut avoir un fonctionnaire. Donc, il y a un arbitrage à faire de ce côté-là. Si vous pensez qu'il n'y a plus de risques à prendre, écoutez, vous pouvez aller peut-être tenter votre chance de l'autre côté. Vous aurez certainement un peu plus de ressources, mais bon, la sécurité n'est pas toujours garantie. C'est bien noté. Prochaine question. Pourquoi nous, les citoyens, n'avons-nous pas la possibilité de saisir la Cour des comptes pour voir réellement où va l'argent du contribuable? Alors, je ne pense pas qu'il y a une interdiction à n'importe quel citoyen de saisir n'importe quelle structure. Alors, la Cour des comptes, quel est son travail? La Cour des comptes, c'est le juge des comptes publics. C'est la structure qui certifie que les comptes produits par l'État sont des comptes réguliers et sincères. Et donc, lorsque le budget est exécuté, à l'année d'après, tous les éléments sont transmis à la Cour des comptes, qui fait les vérifications, qui dresse un rapport, qui va délivrer une conformité, et puis ça, c'est envoyé à la représentation nationale, et c'est la représentation nationale où chacun des citoyens est représenté à travers donc le député et le sénateur, qui, à partir des éléments produits par la Cour des comptes, va interroger le gouvernement pour avoir des clarifications sur tel ou tel élément. Donc, à un niveau individuel, chacun peut saisir la Cour des comptes, mais le mécanisme, c'est que chacun doit être rassuré que ses intérêts sont défendus à travers la représentation nationale, qu'est l'Assemblée nationale et le Sénat. On va prendre la toute dernière question, qui nous vient de Dato-Liban Fabien, qui dit « Monsieur le ministre, que pensez-vous de l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO ?» Ah ben ça me ramène à des fonctions qui ont été les miennes à la Banque centrale. Tout à fait. D'ailleurs, vous savez, en début de carrière, pendant un bon moment, j'ai quand même suivi ce dossier. Le président du secrétariat exécutif de la CEDEAO, M. Jean-Claude Brou, ma première mission avec lui, quand on était ensemble à la Banque centrale, portait justement sur la monnaie. Alors, d'abord, l'intérêt. Je pense que là-dessus, on ne devrait pas trop en discuter. C'est extrêmement important que nous ayons une monnaie commune. Et ça facilite les transactions, ça permet en tout cas, ça facilite la vie des citoyens et ça permet aussi d'investir dans un cadre qui soit relativement stable. Là-dessus, il y a eu, on va dire, plusieurs cheminements qui ont été adoptés. D'abord, il a été question de créer une monnaie unique, mais en deux phases. Des pays de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest
à peu près 5 pays, le Nigeria, le Ghana, ainsi de suite, qui puissent créer donc les monnaies et qu'ensuite on puisse fusionner avec le CFA. Mais ça pose des questions qui sont assez techniques sur la nature de la Banque centrale. Est-ce qu'un système unitaire des banques centrales comme c'est pour la BCEAO, ou bien un système décentralisé de la Banque centrale comme c'est pour la Banque centrale européenne, parce que vous avez la Banque centrale européenne et vous avez les différentes banques centrales nationales qui continuent d'exister. Donc ça, c'est un schéma, c'est une question qui est sur la table. Le régime d'échange, nous avons un régime d'échange fixe avec l'euro. Alors, est-ce qu'on va basculer d'un régime d'échange flexible? Quel degré de flexibilité? Semi-flexible, totalement flexible? Ça aussi, ce sont des questions extrêmement techniques, mais les banques centrales savent faire, c'est leur travail. Bien sûr. Elles y travaillent. Alors maintenant, il y a des questions d'ordre politique, parce que une monnaie, c'est aussi l'émanation d'une volonté politique d'avoir une communauté de destin. Et ça, nous devons y travailler davantage. Nous l'avons déjà au niveau de la zone UMOA, et il faut que nous l'ayons au niveau de la zone CEDEAO. Et je pense qu'il faut vraiment saluer l'action du président de la République, parce qu'il a été quand même un accélérateur de ce processus. Vous savez, ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle. Bien sûr. Et vraiment, avec les dernières décisions qui ont été prises, concrètement, on voit que des pas tangibles sont en train d'être faits. Merci à vous, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions et à celles de nos internautes. Merci. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup.